Okay, so our second session is about cell salvage. And I'm pleased to introduce Dr. Catherine Bardouar. She's an anesthesiologist and intensivist at Lille Jean de Flandre Academic Women's Hospital. She's in charge of patient blood management in critical obstetric patients at the hospital, and she's a national referent professional for the use of savers in obstetrics. She's also involved in pain management, hypnosis, and aromatherapy. And away from hypnosis for the coming 20 minutes, I guess we are going to listen and learn from Dr. Drouar, her methods and her innovation in cell salvage. Dr. Drouar, it's all yours. Bonjour à tous, mesdames, messieurs, chers confrères. D'abord, merci. Merci de maintenir ces journées d'enseignement malgré la situation difficile à laquelle vous faites face. Ça en dit long sur votre résilience et sur votre détermination. Merci pour ça. J'espère que vous êtes tous en sécurité ici, dans vos foyers et sur vos lieux de travail. Aussi, merci de me donner l'occasion de partager avec vous notre expérience du Cell Saver en maternité. L'utilisation du Cell Saver s'inscrit naturellement dans une logique de gestion du capital sanguin. À côté de l'optimisation pré-op des patients, avec la correction de l'anémie, le dépistage de la carence martiale, il y a l'identification des facteurs de risque hémorragique, pas toujours facile, et la réduction des pertes sanguines. Réduction des pertes sanguines où interviennent les antifibrinolytiques, les techniques d'hémostase chirurgicale, la normothermie et le cell saver. En récupérant et en traitant le sang épanché, il permet de diminuer le recours au sang de donneur, qui est rare, cher et, on le sait, non dénué d'effets secondaires. L'intérêt du cell saver est clairement démontré de longue date en chirurgie cardiaque et vasculaire, orthopédique, neurologique et rachidienne et en transplantation, en diminuant le recours à la transfusion homologue de 20 à 87% selon les types de chirurgie et selon les études. Au cours des césariennes aussi, le cell saver permet de diminuer le recours à la transfusion homologue de 68% dans cette méta-analyse toute récente de Niels qui regroupe 3361 patientes randomisées avec et sans cell saver. Et dans cette autre méta-analyse qui s'intéresse aux patientes transfusées au décours de césarienne avec et sans cell saver, les taux d'hémoglobine et d'hématocrite post-opératoire sont plus élevés dans le groupe cell saver. La génération dont je fais partie a grandi avec le dogme « pas de cell saver en obstétrique ». C'est difficile de revenir sur un dogme et ça explique que l'implantation du cell saver dans les maternités a été très lente et prudente par crainte de l'embolie amniotique. Ce d'autant plus que la physiopathologie de l'embolie amniotique est toujours mal comprise, même si on sait qu'on s'oriente vers un mécanisme anaphylactoïde plutôt qu'embolique. Et si on sait qu'il est nécessaire qu'il y ait un passage de liquide amniotique dans la circulation maternelle, ça ne suffit pas. Et il n'a toujours pas été possible de reproduire un modèle expérimental d'embolie amniotique, que ce soit chez l'animal ou l'humain, en injectant du liquide amniotique dans la circulation sanguine, même en très grande quantité, ça ne suffit pas. Ce qui est rassurant, c'est qu'on sait depuis les travaux de Clark en 1986 qu'il y a un passage physiologique de liquide amniotique dans la circulation maternelle pendant la période péripartum, sans pour autant qu'il n'y ait de manifestations cliniques. Et puis, grâce aux études in vitro de la fin des années 90, on a vu que le cell saver élimine efficacement les éléments du liquide amniotique et finalement, le sang prêt à être retransfusé contient moins d'éléments du liquide amniotique que le sang maternel, à l'exception de quelques rares cellules épithéliales. Ce qui nous amène aux premières études in vivo publiées qui remontent à 1998 avec Renaldi en Italie. La première est une des rares études randomisées. Il répartit 68 césariennes consécutives en 2 bras avec et sans cell saver. Il utilise 2 aspirations et un filtre standard de 40 microns. Il montre une bonne efficacité du lavage, une diminution du recours à la transfusion homologue, une meilleure hémoglobine de sortie et un temps d'hospitalisation plus court. L'étude de Rebarber est une étude de cohorte américaine multicentrique qui compare 139 patientes avec cell saver à 87 témoins et observe qu'il n'y a pas de complications et pas d'embolie amniotique.
Puis progressivement, de nombreuses, puis de très nombreuses équipes utilisent le Cell-Saver en césarienne. Et il est aujourd'hui clairement admis que l'utilisation du Cell-Saver en obstétrique n'augmente pas le risque d'embolie amniotique. Les données sont rassurantes aussi concernant le risque d'immunisation fœto-maternelle. Si on sait que l'hémoglobine fœtale est concentrée au même titre que l'hémoglobine maternelle, parce que le Cell-Saver ne fait pas la différence entre les deux, il apparaît que le risque d'immunisation fœto-maternelle ne soit pas plus important après retransfusion qu'il n'existe au décours d'un accouchement normal. Comme pour tous les accouchements, la prévention de l'immunisation fœto-maternelle repose chez les patientes Rhésus négatives donnant naissance à un enfant Rhésus positif sur l'injection d'une dose suffisante d'anti-D qui pourra être contrôlée par un test de Cliower. Les recommandations ont bien sûr évolué avec le temps. Les premières datent de 2002 et proposent l'utilisation du Cell-Saver en obstétrique dans le cadre des grandes hémorragies au cours des césariennes pour placenta accreta. Et chez les patientes refusant la transfusion, essentiellement des patientes témoins de Jéhovah à l'époque ou en impasse transfusionnelle. Actuellement, l'accès à un Cell-Saver 24 heures sur 24 est recommandé par l'Association des anesthésistes au Royaume-Uni dans tous les blocs opératoires où il peut survenir une hémorragie et à chaque fois qu'on peut espérer réduire le recours à la transfusion homologue ou éviter une anémie sévère post-opératoire. Les seuils de saignement indiqués sont variables selon les recommandations. Des 500 ml attendus ici, avec un traitement et une retransfusion envisagée à partir de 800 ml à 1 litre de perte sanguine pour le NATA. Et puis, dans d'autres recommandations, il n'y a pas forcément de seuil. L'ESA recommande l'implantation du Cell-Saver dans le cadre de la gestion du capital sanguin pour les césariennes à haut risque hémorragique sans préciser, quand l'HAS précise simplement à risque hémorragique. Donc finalement, une fois qu'on a admis que c'est OK d'utiliser le Cell-Saver en obstétrique, que c'est utile et sans danger, eh bien, c'est pas si facile de décider dans quelle indication le sortir. Sullivan défend l'idée d'une utilisation du Cell-Saver en routine pour toutes les césariennes, ce qui explique la taille impressionnante de sa cohorte. En 10 ans de pratique, il a 1170 patientes retransfusées, avec un taux de retransfusion de 32% en fin de pratique en 2017. Il montre une diminution drastique du recours à la transfusion homologue, qui reste maintenant quasi limitée aux accouchements par voie basse dans son service. Parmi les arguments qu'il avance pour justifier sa pratique, il y a le fait qu'une hémorragie sur deux survient chez une patiente sans facteur de risque d'HPP identifié. Et puis, ça lui permet de garder un staff parfaitement rodé à l'utilisation du Cell-Saver. Il faut noter qu'ici, le Cell-Saver est monté en deux temps. D'abord le réservoir et la ligne d'aspiration pour le recueil. Puis, seulement si le saignement est suffisant, le kit de traitement qui est plus onéreux est installé. Il utilise de façon standardisée une seule aspiration et pas de filtre à déleucocité, mais un transfuseur classique, ce qui lui permet de rester économiquement rentable. A contrario, l'étude Salvo, une large étude randomisée multicentrique sur 26 maternités avec 2990 patientes randomisées Cell-Saver versus contrôle, ne recommande pas l'utilisation du Cell-Saver en routine par manque de rentabilité financière. D'ailleurs, l'étude Salvo ne met pas en évidence de diminution significative du recours à la transfusion homologue pour les césariennes en routine. Alors que la méta-analyse de Niels, que je vous ai montré en tout début de diapo, de topo, dans laquelle 90% de l'effectif analysé est représenté par les patients de l'étude Salvo, retrouve bien, elle, une diminution du recours à la transfusion homologue de l'ordre de 68%. Alors ça s'explique peut-être par la faible proportion de patientes à risque hémorragique de l'étude Salvo, puisque sur les 1498 patientes avec Cell-Saver, seuls 0,4% est effectivement à haut risque d'hémorragie, avec 4 placenta accreta et 2 HRP et 8% à risque modéré. À Jeanne de Flandre, nous avons introduit le Cell-Saver mi-juin 2007 pour les césariennes jugées à risque hémorragique, jugement laissé à l'appréciation de l'anesthésiste responsable de la patiente.
Le cell saver est installé en mode recueil seul, comme Sullivan, mais nous utilisons 2 aspirations et un simple filtre de 40 microns. Donc sur ces 17 années, 594 patientes ont bénéficié du cell saver et un tiers ont été retransfusés. L'économie de sang est réelle et le cell saver contribue à hauteur de 24% aux besoins transfusionnels du service et assure la grande majorité des transfusions per-césarienne. Dans notre expérience, le cell saver s'avère être particulièrement rentable en termes de taux et de volume retransfusé lors des césariennes, lors des reprises pour hémorragie secondaire avec hémopéritoine, lorsque la présence de fibromes peut gêner la rétraction utérine, lors des anomalies d'insertion placentaire, avec tout le spectre des placentas accreta, et dans une moindre mesure pour les placentas prévia, les césariennes itératives. Il est bien sûr indispensable en cas d'impasse transfusionnelle, groupe rare ou refus, même en l'absence de facteurs de risque hémorragique décelés. Alors, ce sont à peu près les indications retrouvées dans les recommandations: les refus, les impasses transfusionnelles, les césariennes à haut risque hémorragique, les césariennes non anticipées pour lesquelles il y a une hémorragie. Il y a aussi les anémies préopératoires dans ces recommandations que nous n'avons encore pas beaucoup intégrées dans nos pratiques. Alors, c'était un sujet largement débattu. Faut-il ou ne faut-il pas utiliser un cell saver un filtre à déleucocité en cours de cell saver? Les filtres à déleucocité sont apparus en 2000 pour la déleucocitation des produits sanguins labiles. Ils ont été initialement largement recommandés pour leur capacité prouvée à retenir les éléments du liquide amniotique, notamment les cellules épithéliales. Mais pour autant, aucun bénéfice clinique n'a jamais été démontré. Ah, ils sont très efficaces, mais ils ont aussi des inconvénients. Ils réduisent le contenu en hémoglobine de la poche de l'ordre de 2 points. Ils ralentissent considérablement la vitesse de transfusion. Ils sont responsables de nombreux événements indésirables, notamment des hypotensions sévères qui sont réversibles à l'ablation du filtre. Finalement, on a vu un abandon progressif par les équipes des filtres à déleucocité à partir de 2012 et ils ne sont actuellement plus recommandés en routine. Il est tout à fait possible de n'utiliser qu'une seule ligne d'aspiration et collecter à la fois le liquide amniotique et le sang épanché, comme le fait Sullivan. Ça évite de perdre une partie du sang quand le saignement se fait principalement au moment de l'hystérotomie, comme c'est souvent le cas dans les placentas prévia ou en cas de varices. Dans notre pratique, on utilise le plus souvent 2 aspirations parce que c'est plus facile pour quantifier le saignement et ça nous permet de limiter l'exposition aux éléments du liquide amniotique et aussi, de limiter la quantité d'hémoglobine fœtale. L'utilisation de 2 aspirations n'est pas recommandée en routine. C'est à voir selon le contexte. Dans le cadre de varices ou de placenta prévia, nous avons pris l'habitude d'utiliser une seule aspiration. Je n'ai connaissance d'aucune étude de rentabilité qui prend en compte la qualité du recueil. J'entends par là la quantité de sang recueilli par le cell saver comparé au saignement total. Je ne sais pas comment c'est chez vous, mais chez nous, les chirurgiens ont parfois la mauvaise habitude d'utiliser autant les compresses que l'aspiration pour s'exposer, surtout quand la chirurgie est difficile. Et on se retrouve vite avec plusieurs litres de sang dans les compresses qui sont jetées et pas grand-chose dans le cell saver. Disposer une bassine stérile avec du sérum physiologique tiède sur leur table permet de rincer les compresses et ainsi récupérer efficacement les précieux globules et augmenter notre rendement transfusionnel. Le raisonnement quant à l'utilisation du cell saver en chirurgie carcinologique suit le même cheminement que pour le cell saver en obstétrique. On a compris qu'il ne suffit pas d'envoyer une cellule tumorale dans la circulation pour qu'elle métastase, que les cellules tumorales sont présentes dans la circulation sanguine et qu'elles essaiment au moment de la chirurgie. Enfin, qu'elles sont massivement éliminées par le cell saver et retenues efficacement par le filtre à déleucocité. Donc, on renvoie finalement moins de cellules tumorales dans la circulation qu'on en a collectées. Et par ailleurs, on connaît bien les effets délétères de la transfusion homologue en termes de mortalité et de risque de récidive tumorale. De même, la présence d'une contamination bactérienne a longtemps contre-indiqué l'utilisation du cell saver.
On sait maintenant qu'il n'entraîne pas de surrisque d'infection post-opératoire, contrairement à la transfusion homologue, associée, elle, à une augmentation du risque infectieux. Tout est question de balance risque-bénéfice. Jusqu'à maintenant, l'utilisation du sel sévère en obstétrique est limitée aux seules césariennes et laparotomie. Cette étude in vitro de 2015 s'intéresse à la faisabilité et à l'efficacité du sel sévère au cours de 50 accouchements voix basse, avec un recueil débutant après la naissance via un sac sous-fessier où plonge la ligne d'aspiration du sel sévère. Les caractéristiques du sang à réinfuser après lavage et filtration sont étudiées et sont comparables en voie basse à celles qui sont retrouvées per césarienne. Il reste quelques bactéries, Escherichia coli, Enterocoque, Staphylocoque coagnegue, des bactéries de la flore cutanée et génitale comme en césarienne, en quantité bien insuffisante pour avoir un impact clinique. Plus intéressante car in vivo, cette étude d'une cohorte de 64 patientes ayant accouché voix basse et développé une hémorragie postpartum, où la perte sanguine médiane est de plus de 2 litres et 90% des patientes de plus d'1 litre. Le volume moyen retransfusé est de 384 ml et aucun cas d'infection post-opératoire n'a été documenté. Ça semble valider la faisabilité et l'innocuité de la réinfusion de sang épanché par voie vaginale. Dans notre pratique à Lille, le Cell-Saver voix basse est installé en routine en mode recueil après la délivrance pour toutes nos patientes en impasse transfusionnelle et en refus de transfusion. Jusqu'à présent, aucune n'a eu besoin d'être retransfusée. Si vous deviez ne garder que quelques notions de cette présentation, merci de garder que l'utilisation du Cell-Saver est OK en obstétrique, que le risque d'immunisation fœto-maternelle est le même que pour un accouchement normal et nécessite une dose d'anti-D adaptée en cas de patiente résus négatif, que le Cell-Saver voix basse est envisageable en cas d'impasse ou de refus transfusionnel ou en cas d'hémorragie massive. Je vous remercie pour votre attention et me tiens à votre disposition pour vos questions en fin de session. Merci.